Bienvenue dans cette causerie expérimentale, cette première, avec donc Cathy Lopez, mon amie et collègue magnétiseuse humaniste, et donc Sébastien Bergeux, notre formateur en magnétisme humaniste. Donc on avait envie de partager avec vous autour du sujet de l'amour et notamment de l'obstacle à la relation amoureuse et affective, donc qui dépasse le cadre de la relation homme-femme, mais vraiment de la relation amoureuse, homme-homme, femme-femme, de comment on se rencontre, est-ce qu'on se rencontre et quels sont les éventuels obstacles à tout ça. Donc c'est un sujet qui pourra intéresser aussi bien les célibataires qui se posent la question de voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je rencontre pas la personne qui pourrait me correspondre, mais aussi les couples, parce qu'il y a toujours moyen d'avancer, de grandir, d'approfondir la rencontre au niveau de son authenticité dans le couple déjà, voilà, déjà présent. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte, en fait, de pourquoi on est là. Cette causerie, elle fait suite à un post Facebook que j'ai initié vraiment, mais à la débeauté il y a 6 mois. J'ai noté sur Facebook que j'étais entourée d'amis et de clientes belles, sensibles, généreuses et célibataires. Et donc, je demandais, mais où sont les hommes beaux, sensibles, généreux et célibataires? Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une foule de commentaires derrière cette petite publication. J'ai d'abord des hommes qui ont dit « on est là, on est là ». Des femmes qui disaient « oui, effectivement, moi aussi, je suis en recherche, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, dans ce post, Cathy a dit « mais on devrait faire une conférence, ça a l'air d'être un sujet qui intéresse beaucoup de monde ». Et Sébastien, qui a aussi rejoint, nous a partagé l'envie de participer à cette causerie, à cet échange. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre cette causerie tous les trois. Et on vous propose, vous aussi, de partager avec nous, d'échanger ce soir. Alors, vous pouvez utiliser le chat de Facebook, bien sûr, pour poser vos interrogations, vos témoignages, vos points de vue sur ce qu'on va aborder. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre en direct, en vidéo, comme nous le sommes là tous les trois. Cathy va vous expliquer comment faire si vous voulez nous rejoindre. Je t'ai remis le micro, Cathy. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez participer en direct à l'écran pour apporter un témoignage ou un point de vue sur le sujet en cours, voilà, je vous demande de m'envoyer un SMS au 06 45 36 90 65 en m'indiquant votre nom et prénom et préciser si c'est un point de vue ou un témoignage. Par contre, Mag, excusez-nous, je fais une parenthèse technique. Étant donné qu'il y a de l'écho, je ne peux pas accéder en même temps sur le chat. D'accord, je vais gérer le chat de mon mieux. OK? D'accord. C'est juste pour remettre mon numéro de téléphone. Je vais le mettre sous ton nom, Cathy. Voilà. D'accord? OK. Donc, redis-le. 06 45 36 90 65. Voilà, donc normalement, il apparaît à côté du prénom et du nom de Cathy. Je vous invite aussi, avant qu'on démarre, à partager. Vous savez que les Facebook Live, on peut les partager, on peut faire des, je sais plus comment ça s'appelle, des partages de films, là, où vous voyez le petit popcorn, là, pour partager avec vos amis, pour qu'on soit, le plus nombreux possible à échanger ce soir. Alors, pour démarrer, bienvenue aussi Sébastien, du coup. Merci d'être là. Si tu es OK, j'aimerais bien te proposer de démarrer notre causerie dans ce post Facebook. Donc, tu étais intervenu en disant que parfois, on dit chercher, donc par exemple des hommes beaux, sensibles, généreux, comme je l'avais mis dans mon post, mais qu'en réalité, on cherche l'opposé de ce que l'on dit chercher. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bonsoir à tous déjà. Oui, mais peut-être il faut revenir déjà à la base, c'est-à-dire qu'à base, la première relation, elle est avec soi-même. Donc évidemment, ce que je crois de moi, ce que je pense de moi et comment je m'aime,
et comment j'ai été aimé, et comment du coup ça m'a formé ou déformé, de manière consciente et inconsciente. C'est aussi ça que je vais proposer au monde. Alors au monde, c'est-à-dire dans toutes les relations, que ça soit effectivement affective, amoureuse, amicale, travail, famille, patrie. Il va y avoir ça. Et évidemment, il y a une grosse partie de cette propre relation avec soi-même qui est, comment dirais-je, souvent dans une grosse partie de non-conscient. Ce qui fait que dans mon conscient, je vais dire, voilà, je recherche des hommes beaux, je recherche des femmes belles, voilà. Bon. En fait, en dehors en plus de la définition qu'on pourra avoir chacun sur qu'est-ce que c'est que la beauté, la générosité, etc., etc., en fait, c'est pas forcément ça que mon non-conscient va chercher. C'est-à-dire qu'aussi ma psyché, comment je suis organisé depuis l'enfance, toute cette partie-là va aussi s'arranger pour rejouer des scénarios, rejouer des états qui font que ben, ce que je dis, c'est pas forcément ce que je vibre et c'est pas forcément ce que je vais attirer dans mon monde. Alors, si on croit un peu aux lois d'attraction, si on croit un peu aux lois énergétiques, si on croit un peu aux synchronicités, c'est-à-dire à la capacité d'être là au bon endroit, au bon moment, dans le juste espace, ça c'est aussi important pour la relation. Parce qu'on est un peu quand même ce soir sur... tu as parlé d'amour, hein, alors pareil, on pourrait faire une dizaine de vidéos, je pense, là-dessus, déjà sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Hein. On pourra en toucher un mot, mais... donc si on est plus déjà sur la relation, on va dire, amoureuse, affective, il y a automatiquement, effectivement, ce marquage conscient, non conscient, parental. Et du coup, est-ce qu'on crée justement des situations dans l'espace-temps qui nous permettent ces rencontres? Mais aussi, du coup, comment ces rencontres, elles peuvent être, je répète un peu, mais justement déformées par rapport à ce qu'on dit chercher. Parce que du coup, on va attirer ce qui va nous permettre de rejouer nos vieux scénarios, je sais pas quoi, d'échecs, de rejet, dominant-dominé, de violence, etc., etc., ou de dévalorisation, je suis nul, donc je ne mérite pas l'homme beau, bon, la femme, tatati tata. Donc il va y avoir tout un tas de choses comme ça où finalement on se ment à soi-même. Voilà. Alors je mets pas beaucoup l'ambiance, hein, je sais bien que c'est pas très Walt Disney ce que je raconte, mais c'est un peu ça qui m'avait fait rebondir. Parce que je pense aussi, c'est que si vraiment il y a des gens qui sont à peu près équilibrés dans leur ego social et qu'on ne les rencontre pas, peut-être aussi c'est parce que après on n'y croit pas, on ne se donne pas l'autorisation ou qu'on a, on a déjà eu 2, 3, 4 relations ou 5 divorces et on sait très bien qu'au bout d'un moment, il y a des traumas en plus de la vie qui viennent se rajouter, ces traumas de relation. Et il y a cette peur à nouveau de s'attacher ou d'aimer, mais bon, ça faudrait être encore vigilant, encore intensément, et d'être à nouveau déçu autant qu'on l'a été et de souffrir autant. Donc il y a une espèce de système de sauvegarde qui se met en place et qui fait que ben, on évite de se rouvrir, on évite de rejouer quelque chose. Et alors, évidemment, à chaque fois qu'on se protège, le problème, c'est que c'est bien de se protéger de ce qui pose problème, mais en se protégeant, on évite aussi ce qui pourrait ne pas poser problème. Si je ferme ma porte, c'est bien, les bandits ne rentrent pas, mais les amis non plus. Donc, il y a aussi quelque chose qui est dans comment se rouvrir tout en étant vigilant, ne pas répéter les mêmes schémas. Voilà, ça, je pense que c'est des bonnes questions de départ. Voilà, donc voilà, question de départ. Est-ce que j'ai le droit à des hommes bons, des femmes belles, alors dans toute l'imagerie que ça peut représenter? Je pense que ce sera la première question. Est-ce que j'ai vraiment droit? Quel est le pourcentage à l'intérieur de moi qui croit que j'ai droit à ça? Et je pense que si vraiment on regardait dans l'ensemble de la personne, dans tous les états de conscience, conscient, non conscient, au niveau du moi, on pourrait même monter jusqu'au niveau de l'âme pour ceux qui ont ce type de croyance, on serait surpris des chiffres. On verrait que bah, c'est pas tant que ça. Hein, c'est la même chose de est-ce que j'ai le droit au bonheur? C'est évident, si je vais faire un sondage, les gens vont dire que oui.
Mais concrètement, on sait très bien que quand on creuse, c'est loin d'être le cas, parce qu'ils peuvent être dévalorisés, ne pas y croire. On a le droit à un peu de bonheur, mais pas trop quand même, faut pas déconner. Hein. Ça, c'est ce que les médias nous rappellent tout le temps. Il faut pas oublier d'avoir peur. Hein. Ça, vous savez, c'est tous les soirs à 20 h. Voilà, mon début d'introduction. Je ne sais pas si Oui, vous avez des retours. merci. Oui, dans le chat, effectivement, il y a des personnes qui précisent que on n'a pas envie de rejouer des vieux échecs. Et en fait, parfois, on les rejoue. C'est-à-dire que finalement, notre système de protection, il nous a protégés à un moment, mais à un moment donné, il fait l'inverse. En fait, il ne nous protège plus. Oui, ça, c'est le problème des structures de caractère, de tout ce qu'on met en place depuis l'enfance, même depuis la vie intra-utérine, qui fait que ça nous sauve, mais c'est plus approprié. C'est comme, il fait très froid, je mets mon pull. Super. Bon, c'est l'été, j'ai encore mon pull. Ah là, non, ça déconne là, d'accord? Je pourrais en crever de chaud. Donc, il faut pouvoir se réadapter à la situation, se redéfinir, croire en nous et croire en notre capacité à sortir de nos blocages et à être plus qui on est. C'est pour ça que je dis la première relation, c'est avec soi, parce que tant que je ne sais pas qui je suis, si j'enlève mes souffrances, mes blessures, mes rustines de caoutchouc, qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui veut? Ça serait la base. Parce que sinon, si je pars dans le monde avec mes blessures, mon patacouffin, mon père, ma mère à l'intérieur de moi qui m'ont étouffé ou qui m'ont trop donné ou qui m'ont pas assez donné, ceci et cela, j'arrive un peu comme une pièce de puzzle qui cherche une autre pièce de puzzle, mais qui finalement n'est pas en correspondance avec qui je suis. Parce que depuis le départ, je ne suis pas qui je suis puisque ça a été abîmé sur le trajet. Alors j'y vais un peu fort, mais je fais un peu de provoque pour dire, peut-être la première chose, ça serait de se mettre au clair avec soi-même pour déjà voir qu'est-ce que je désire en termes de relation et qu'est-ce que je propose à l'autre. Parce qu'après, le problème, c'est que si je ne sais pas ce que je veux ni ce que je suis, il y a aussi des chances pour que l'autre, ça soit la même chose. Alors, comment on s'emboîte après? Ça devient un peu compliqué. Alors, on se découvre un peu au fur et à mesure, et puis après, des fois, c'est un peu le bordel. Pour peu qu'il y en ait un qui fasse du développement personnel puis qui se remette un peu en ordre, et pas l'autre, ça ne fonctionne plus. Alors, je ne dis pas que c'est grave, hein, la séparation, ce n'est pas forcément grave. Ça, c'est aussi, je pense, un message important à faire passer ce soir. Séparer, ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'excuses monumentales pour se séparer. Ça peut se faire de manière simple, au moins de notre côté. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais enfin bon, c'est un projet envisageable. Ok, alors on a un autre invité qui a accepté de nous rejoindre. Guillaume, est-ce que tu veux nous rejoindre dans la discussion? C'est moi qui vais te faire monter. Hein. J'attends que tu me dises oui pour être sûr que c'est bon pour toi. Super. Alors, je vais faire apparaître une quatrième personne, Guillaume. Attendez. Voilà. Hop, avec le nom. Donc, bienvenue Guillaume Andreu. Merci pour ta présence. Je me suis entraîné l'autre fois, je me suis entraîné à faire ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Avec joie, merci d'être venu. Donc, Guillaume, toi, tu accompagnes, pour te présenter en 2 mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas sur le live, tu accompagnes les hommes et les femmes dans leur évolution psycho-spirituelle avec de nombreuses techniques holistiques, notamment la PNL, l'hypnose, l'EFT et des approches spirituelles de pleine conscience. Et donc, voilà, tu étais OK de nous rejoindre ce soir pour causer sur les relations affectives. Donc, est-ce que tu veux rebondir sur les premiers obstacles qui ont été énoncés par Sébastien? Je veux bien rebondir sur Sébastien. Non, je plaisante. Alors, oui, alors c'était intéressant parce que justement, je trouve que c'est très juste tout ce qui a été dit par Sébastien, en tout cas la façon dont il aborde les choses. Pour moi, de mon point de vue et de ce que je comprends à peu près de l'humain, c'est relativement juste. Ce qui se passe pour moi en ce moment, et ce qui se passe déjà depuis un certain temps, c'est qu'effectivement, j'ai eu l'impression pendant toute une première partie de ma vie que la vie consistait à chercher sa moitié. Chercher, d'une certaine façon, une personne qui puisse
compléter, qui puisse apporter une complétude dans la vie. Et donc, comme j'étais plutôt porté sur les femmes, c'était trouver la femme de ma vie, d'une certaine façon. Et j'avais un peu cette sensation et ce désir d'âme sœur, au fond. Et quand j'imaginais cette personne, elle était quand même relativement parfaite. Et elle arrivait à m'apporter, en tout cas dans mon esprit, beaucoup de choses qui m'apaisaient. Donc c'était, on va dire, dans l'idéal, une personne qui puisse penser mes blessures. Un genre d'infirmière du cœur. Donc j'étais plutôt sur l'idée de me dire, un seul être vous manque et la terre est dépeuplée. Et c'était un petit peu ça le sentiment que j'avais. Et donc, si je voulais pas rester seul et triste et malheureux toute ma vie, il fallait effectivement que je trouve cette personne. Mais j'avais tellement de complexes et tellement de difficultés que j'imaginais, blessure de rejet et tout le tintouin, que j'imaginais que ce serait compliqué pour moi de trouver quelqu'un qui me correspond. Bon, j'ai quand même eu des relations avec des personnes qui me plaisaient, etc. Et puis j'ai fait comme tout le monde, je me suis aperçu que ces relations, dans un premier temps, semblaient être, parce qu'il y avait quelque chose qui s'activait à l'intérieur, une attirance, un désir, quelque chose de à la fois amoureux puis à la fois sexuel. Enfin, tout ça, c'était très mélangé. Et qu'au final, à force de se découvrir l'autre, se découvrir soi aussi dans les yeux de l'autre, etc., on finissait par arriver à ce qu'on n'a pas envie qu'il soit vu, ni chez soi, ni chez l'autre. Et puis qu'après, on commence à rentrer dans un petit peu le côté je te fais des reproches, t'étais pas comme ça au départ, c'est pas ce que tu m'as montré de ta personnalité. Donc tout ce que tu expliquais, tout ce qu'expliquait Sébastien tout à l'heure sur la construction de la personnalité, de l'ego et de tous ces systèmes que l'on met face à l'autre. Et là, en ce moment, depuis un certain temps, moi je suis célibataire. Ça m'a pas empêché d'avoir quelques relations, mais ça n'a pas été des relations qui ont été durables et ça n'a pas été des relations de couple, je dirais. Et ce qui se passe en ce moment pour moi, alors j'ai eu pendant un moment, je pensais que j'étais curé. Je me disais, mais c'est pas possible, tu fonctionnes comme un curé. C'est-à-dire que tu as une part de toi qui s'en fiche un peu, en fait, finalement, d'être en relation. Qui a envie d'être dans une relation d'amour, on va dire plus universelle. On va dire plus peut-être un agapé qu'un éros, on pourrait dire ça comme ça. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas ces différentes nuances de l'amour. Donc je me disais, je ne me sens pas forcément l'envie d'être avec quelqu'un, même si une partie de moi rêve d'une personne et d'une âme sœur qui serait comme ci ou comme ça. Et en même temps, je n'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, je n'ai pas envie d'aller dans une relation qui risque de devenir enfermante, me priver d'une certaine liberté d'être moi, parce que ce que j'avais vécu jusqu'à présent, c'était des relations qui m'empêchaient d'être moi. Donc, on va dire que cet isolement m'a permis pendant un certain nombre d'années de travailler sur moi sans avoir quelqu'un en face. Comme il disait tout à l'heure, on se met avec quelqu'un, il y en a un des deux qui fait du développement personnel et puis l'autre, il commence à dire voilà, ça va plus, tu n'es plus la personne que tu étais au départ, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de revenir à soi déjà. Et de ce que disait Sébastien en disant, la première chose, c'est est-ce que j'arrive à m'apprécier, à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Et si dans les yeux de l'autre voit ça chez moi et me le renvoie, quand il va me faire miroir, est-ce que je vais accepter de revoir ce reflet de moi dans son miroir ou pas ? Parce que j'aimerais qu'il m'aime comme ci, j'aimerais qu'il m'aime comme ça, et que j'ai envie de quelque chose d'absolu. Donc, ce qui s'est passé après pour moi, c'est que je me suis rendu compte que, même si c'est difficile à admettre, la seule relation d'absolu que l'on peut avoir, c'est une relation avec soi. Quand je dis avec soi, c'est avec le soi divin, avec le soi spirituel. Et donc, d'un coup, je me suis dit, voilà pourquoi tu croyais que tu étais un curé. Alors bon, je pense que j'ai eu plusieurs vies où j'ai dû m'enfermer dans des monastères ou des trucs comme ça. Mais effectivement, je me suis rendu compte, je comprenais pas quand des moines ou des bonnes sœurs disaient « Ah mais moi j'ai besoin de rien dans cette vie extérieure, puisque j'ai finalement l'amour qui me remplit tellement, qui me réjouit tellement. En fait, en gros, mon amant, mon père, enfin tout, mon fils, tout ce qu'on veut, l'être qui remplit tous les rôles de masculin dans ma vie, c'est Dieu. » Moi, j'entendais ça, je me disais, ça me paraît comme ça un peu improbable, parce que mon attention était évidemment
tourné vers le monde extérieur et le monde extérieur étant un objet de satisfaction, un objet de plaisir et un objet de satisfaction, de besoin. Donc du coup, ça me paraissait peu probable. Je me disais, non mais là franchement, je ne sais pas à quoi elle s'accroche, je ne sais pas ce qu'elle ressent à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu perchée. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. Et en fin de compte, je me rends compte que oui, il y a cet absolu, mais cet absolu, il est hors sol, il est hors terre, il est hors terrestre. Mais on en a sûrement la mémoire. Peut-être ne serait-ce que l'espèce de sensation symbiotique et d'absolu qu'on pouvait peut-être avoir dans le ventre de notre mère, à certains moments, d'être totalement pris en charge, en soins, et d'avoir quelqu'un comme ça, une personne qui nous aime inconditionnellement, d'une certaine façon, on se sent bien, on se sent protégé, on se sent, etc. Mais moi, je pense que ça remonte à plus loin. Et du coup, j'ai un peu envie de dire que c'est une erreur de rechercher l'amour à l'extérieur. C'est pas vraiment une erreur en fait, mais c'est se détourner, c'est se détourner de ce qu'on est vraiment censé connecter. Après, ça ne veut pas dire que l'effet secondaire, je dirais le côté collatéral mais positif de ça serait de rentrer en relation et d'avoir à un moment donné une rencontre ou quelqu'un qui fait que bah voilà, ça match, c'est fluide, c'est simple, il y a l'envie de partager un moment de vie, et puis ça se fait sans forcément avoir des critères spécifiques, mais juste parce qu'à un moment donné, le cœur il est là, il est ouvert, il y a quelque chose qui se passe, et puis il y a une expérience, ou en tout cas quelque chose à vivre pendant un temps, plus ou moins long. Puis après, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Hein. On peut avoir plusieurs personnes de sa vie, je pense, hein, dans sa vie. On n'a pas forcément qu'une. Mais voilà, donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est un peu ça l'idée. C'est que si je cherche cet amour absolu au travers d'une personne finie et incomplète et imparfaite, je ne le trouverai jamais. Et ce ne sera jamais inconditionnel, puisqu'il y aura toujours des conditions physiques, des critères, de l'envie, de la satisfaction, des désirs physiques, animaux, qui m'animent bien ou qui m'animent mal. C'est-à-dire, si j'ai un manque, je risque de souffrir, ressentir une frustration, et ce sera très compliqué à ce moment-là pour moi de rester dans une relation qui soit saine et qui soit acceptable. Donc, les relations, c'est pas facile, et l'amour absolu, c'est pas évident tant qu'on n'a pas, je suis même pas sûr qu'on l'ait d'ailleurs, mais tant qu'on n'a pas déjà été trouver cette source d'amour à l'intérieur de soi. Quand on la connecte, c'est beaucoup plus facile de pouvoir accepter que le monde soit tel qu'il est à l'extérieur de soi. Guillaume, est-ce que tu veux dire du coup que l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas d'attente dans la rencontre avec l'autre, parce que tu parles de cette attente au départ de agapé, éros, enfin déjà il peut y avoir des attentes différentes à droite et à gauche. C'est-à-dire si moi je recherche agapé et que toi tu recherches éros, on risque de pas se rencontrer. Et que si j'ai trop d'attentes, en fait, je vais pas rencontrer l'autre, en fait. Si j'ai trop d'attentes, j'envoie le signal profond que je suis en manque. Ouais. Si je suis en manque, c'est que j'ai pas. Si j'ai pas, je crée pas la réalité que j'ai, je crée la réalité que j'ai pas. Donc très inconsciemment, je vais influencer la personne qui est en face de moi, qui va pas me donner ce que je veux, alors qu'elle aurait peut-être même la possibilité de me le donner, mais elle va sentir très profondément qu'il y a un désir, qu'il y a une comment on pourrait dire, peut-être même une exigence, parce que parfois on confond attente et exigence, on confond besoin et demande et exigence. Et parfois, quand il y a un manque, quand les personnes veulent vraiment satisfaire quelque chose de physique, d'égoïque, de la personnalité, etc., ça envoie pas le signal de je suis dans une forme d'abondance, je suis bien, j'ai ce qu'il faut, et ce que tu es, ça me va, parce que c'est ce que tu m'apportes, ça me convient, et je lâche prise sur les choses que je voudrais et que j'arrive pas à avoir. C'est très compliqué d'être dans cette posture-là, dans la relation, dans l'altérité, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais effectivement, trop d'attentes, pour moi, les attentes vont être justement ce qui va faire que ça va foirer. Surtout quand elles sont exprimées avec un langage chacal plutôt qu'un langage girafe, si vous connaissez Rosenberg.
Ok, ben merci pour cette entrée en matière, pour nous présenter ton point de vue. Je vois dans le chat qu'il y a des questions sur Eros et Agapé, donc je vais peut-être prendre 2 minutes pour reposer le cadre de ce que c'est. Effectivement, il y a différents niveaux d'amour, on va dire. Eros étant, tu m'arrêtes, hein, Guillaume, si on n'a pas la même vision, mais Eros, l'amour plus animal, le besoin de relations sexuelles, qui est plus vraiment je te veux, je te mange presque. Après, entre Agapé, il y a Philos, qui est plus l'amour interrelationnel qu'on évoque surtout dans l'amitié. Et puis après, il y a Agapé, qui est plus la recherche de l'amour divin. Je ne sais pas si tu aurais dit la même chose, Guillaume, mais c'est en Oui, gros, voilà. agapé, c'est un genre d'amour inconditionnel, c'est-à-dire je sens l'amour, j'ai la sensation d'amour à l'intérieur de moi, quoi qu'il se passe. Quel que soit mon environnement extérieur, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, je ressens l'amour parce que je suis simplement connecté à ce divin que je suis. Et je me reconnais et je suis en conscience de ce divin que je suis. Donc, vu que le divin, c'est l'amour et que l'amour crée, c'est l'amour qui permet la création, bah, je ressens cette énergie, je suis dedans. C'est ça l'agapé. Donc c'est un truc très, c'est ultra puissant. D'ailleurs, c'est plus puissant la plupart du temps que ce qu'on peut ressentir concrètement sur cette planète. Ce que disent les gens, par exemple, qui ont fait des expériences de mort imminente, elles disent j'ai ressenti des niveaux d'amour inconditionnels quand j'étais dans l'expérience de mort imminente, qui me paraissent impossibles de vivre sur cette planète dans le monde fini, dans ce corps, dans sa sensorialité, dans cette densité sensible, on va dire, qui nous empêche un certain nombre de vécus. Mais là, ça va loin ce que je dis. Revenons à Eros et à la relation, même les sapiosexuels, les sapiosexuels, pourquoi pas, c'est-à-dire le côté on aime. Mais là, quand c'est comme ça veut dire qu'on se retrouve sur des valeurs, on apprécie, on est dans le fait de se dire je t'apprécie, je préfère. Donc on est dans des histoires de préférence. Et quand on préfère, bah, il y a ce qu'on aime, et quand on préfère pas, il y a ce qu'on rejette. Et donc on est toujours dans le jugement. Et donc c'est difficile d'être dans une relation d'amour quand il y a ces fameux critères d'évaluation et ces jugements qui sont portés sur l'autre et sur soi. Et voilà, je dirais que c'est une espèce de danse permanente entre j'apprécie, j'apprécie pas, et tu dois accepter d'écouter quand j'apprécie, quand j'apprécie pas, et je dois accepter d'écouter quand t'apprécies, quand t'apprécies pas. Et tout ça, c'est pas forcément simple, hein, c'est des jeux relationnels qui sont complexes. Ok. Alors c'est vrai que ça m'évoque un petit peu une question qui avait été posée justement dans mon post Facebook, qui était un peu, mais du coup, est-ce qu'il faut qu'on attende d'être Bouddha? Est-ce qu'il faut qu'on attende d'être un être hyper évolué pour avoir la chance de vivre une relation épanouissante? Tu me poses la question, moi? Bah écoute, Bah, j'ai envie de dire, répondre. j'en sais rien parce que moi, pour l'instant, je la vis pas la relation épanouissante étant donné que je suis seul. Alors, j'ai une relation épanouissante avec ma fille, mais c'est parce que j'ai pas d'attente et parce que en fait, quoi qu'il en soit, je l'aime. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle soit, je l'aime. Donc du coup, c'est cool, c'est fluide, on se prend pas le chou, voilà. Mais parce que j'ai pas d'exigence non plus vis-à-vis d'elle, elle est comme elle est et voilà. Mais sur un plan relationnel amoureux, j'ai pas cette relation, donc je peux pas t'en parler. J'ai touché du doigt à ça dans certaines relations, mais c'était souvent sur du court terme et c'était souvent au départ, avant qu'on se connaisse vraiment et que les masques tombent et que les personnes révèlent leur nature avec le côté lumineux et le côté obscur. Et là, on va revenir sur Jung, et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette idée de l'amour agapé. Il aime la lumière, son côté lumineux, mais il aime l'ombre aussi. C'est-à-dire, je m'accepte, j'aime aussi ce que je suis dans mes côtés les plus animaux, les plus terribles, les plus monstrueux. Il y a Anne dans le chat qui répond un petit peu à ce qu'on est en train d'évoquer, qui dit et si nous osions aller dans les besoins humblement humains, dire et ressentir le désir, visiter son horizontalité permet d'accéder à la verticalité, passer par l'inconscient et en révéler la lumière. N'est-ce pas l'un des objectifs de l'incarnation? Donc finalement de revenir connecter de là où on est pour après piocher la verticalité.
Elle précise, vivons notre humanité dans toute sa parfaite imperfection, nos élans sont nos guides, exactement ce que nous devons visiter. Oui, j'entends. Et le truc, c'est qu'après, ça va loin, cette histoire-là, parce que si on retourne on va dire, à la Bible et aux textes originaux, l'homme, on va dire, alors j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot, là, ça ne m'aurait pas, ontologique, c'est-à-dire vraiment l'homme de base, Adam, c'est à la fois masculin, à la fois féminin. Quand on dit que Ève est née de la côte d'Adam, c'est faux, c'est Ève est née c'est l'autre côté d'Adam. C'est-à-dire qu'en fait, on est fait du masculin et du féminin, chacun. Sauf qu'en tant que personne incarnée sur cette planète, on est de sexe, de genre sexuel masculin ou de genre sexuel féminin. Mais ça n'empêche pas que dans notre nature interne, on est à la fois masculin et à la fois féminin. Et on confond. En fait, le seul amour, la seule relation amoureuse qui peut se passer vraiment réelle en dehors de cette vie biologique, c'est la relation d'amour entre la nature féminine du monde et la nature masculine du monde. Donc, cette information qui se rencontre à l'intérieur du cœur, d'une certaine façon, et qui fait que cette fameuse verticalité, et qui fait qu'on peut ressentir cet amour. À partir du moment où on est là-dedans, c'est plus simple pour être en amour avec une personne en face de nous qui vit ce qu'elle a à vivre et qu'elle est comme elle est, et de ne plus avoir d'attente. Si j'ai pas de manque, je vais pas lui demander de combler des attentes. Mais il y aura toujours quand même malgré tout l'envie du désir sexuel, l'envie des câlins, l'envie de tout ça. Et donc, quand on dit est-ce qu'on est sur cette planète pour vivre l'amour, est-ce que le but de l'incarnation c'est de venir pour trouver son double, enfin sa correspondance féminine ou masculine? Moi personnellement, de tout ce que j'ai pu étudier sur le sujet, dans toutes les traditions, etc., non, on n'est pas là pour ça. On est même, je dirais même que c'est le leurre. C'est la fameuse tentation. C'est pour ça qu'on revient au truc très religieux de attention à la tentation féminine vis-à-vis du masculin qui détourne par le plaisir charnel, etc., qui détourne de la vraie quête qui est celle de reconnecter. Donc je vous dis tout ça, c'est pas pour vous péter le moral, mais parce que je pense que les deux, et que tout ça, ça peut être vécu de façon très, très harmonieuse. On peut aussi trouver quelqu'un avec qui, dans tout ce qui est, par exemple, tantrisme, etc., c'est très bien expliqué, on peut aussi très bien trouver quelqu'un avec qui vivre une relation, une osmose, une réunification, on pourrait dire, ou en tout cas aller trouver chez l'autre quelque chose qui nous envoie un effet miroir. C'est-à-dire moi, une femme qui va me faire l'effet miroir de mon féminin, et moi qui vais faire l'effet miroir du masculin d'une femme, qui va faire qu'elle va pouvoir, au travers de l'altérité, retrouver cette réunion intérieure. Et c'est souvent ça qui se passe si on va dans les techniques tantriques. Ouais, c'est vrai que là, on a l'impression que tu prônes le célibat, du coup. Mais moi, j'aimerais intervenir. Non, mais c'est une blague. Mais c'est vrai que moi, j'avais envie d'intervenir parce que du coup, moi, je suis à l'opposé. Ça fait 25 ans que je suis avec le même homme. J'ai, pour ainsi dire, jamais vécu le célibat. Il y a 25 ans, c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a énormément évolué. Et d'ailleurs, il y a des témoignages en ce sens dans le chat qui parlent du couple comme un terrain justement d'évolution. Parce que quand on est en lien avec une personne privilégiée qui va être effectivement miroir de certains comportements, on se rend compte parfois plus vite en fait de ce qui dysfonctionne, de ce qui est blessure. Du moment qu'il y a un minimum de dialogue dans le couple, on va pouvoir échanger sur ce qui perturbe, sur ce qui nous dérange, et de la même manière qu'un ami pourrait le faire aussi, hein, mais de nous dire tiens, là finalement je réagis, j'ai l'impression que c'est toi la cause, mais en fait c'est moi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois sur le chemin et ça m'a permis vraiment d'évoluer et justement aussi de trouver finalement cet élan d'agapé au sein de la relation. Donc, je pense que les deux sont possibles. Ça dépend un petit peu aussi des hasards de la vie, de démarrer par le célibat ou de démarrer par le couple. Je pense qu'au final, on est un petit peu sur le même trajet si on a envie d'évoluer, qui est d'être de plus en plus honnête avec soi-même et d'oser une plus grande communication avec l'autre finalement. C'est se rencontrer soi. Ça passe par le chemin qu'on veut, mais le but final, c'est se rencontrer soi, comme tu viens de le dire, même dans la relation avec l'autre. Qu'est-ce qui fait que tu aimes continuer cette relation avec l'autre? C'est que la relation avec l'autre et l'altérité te permet de te rencontrer et de te découvrir
d'avoir des potentiels qui se développent, qui s'ouvrent petit à petit. Parce que l'autre, en te faisant un effet miroir déformant, par exemple, sur quelque chose, va faire que toi, tu vas te voir là-dedans, tu vas le reprocher, puis après, tu vas te dire, ben non, en fait, c'est vrai, il a peut-être raison, et peut-être que finalement, j'ai un désir que je n'admets pas, ou que je n'assume pas, je devrais peut-être aller voir ce côté-là, et qu'est-ce que tu fais? Tu te découvres. Et en fait, tu t'aimes au travers des yeux de l'autre. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'aime au travers de l'autre. Mais, quoi qu'il en soit, on s'aime ou on aime l'autre aussi, on peut se dire, j'aime l'autre tel qu'il est, mais il y a quand même quelque chose qui retourne à soi. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire pour ça que je disais tout à l'heure, quand la personne disait, Anne disait, on est là pour ça, c'est ce qu'on croit de notre culture. Et parce qu'il y a aussi il y a aussi qu'on appelle ça la nécessité d'avoir des rapports sexuels entre hommes et femmes pour enfanter, pour que l'amour et la sexualité permettent le fait d'avoir une évolution de l'espèce et merde, j'ai perdu les mots. Enfin bref, de se reproduire. J'ai envie de dire, mais là, le mot reproduire, il fracasse un peu le truc de l'amour, mais l'idée, c'est ça. Mais quand je dis ça, attention, je dis pas, il faut être célibataire. C'est simplement que tant que tu ne fais pas ce travail d'aller reconnecter à cet amour, j'ai envie de dire cet amour divin à l'intérieur de toi, la relation amoureuse potentiellement sera source de frustration, de difficultés et de ce que disait tout à l'heure Sébastien, c'est-à-dire de jeux psychologiques et de blessures qu'on se renvoie les uns les autres. Et ce seront des relations plus névrotiques pour essayer de compensation, etc., que des vraies relations où on se sent vraiment épanoui et on sent qu'on aide l'autre à s'épanouir. Mais maintenant, tout ça, c'est possible. Ouais. Oui, Sébastien? Oui, juste parce que après, il y avait quand même ce titre qui était les obstacles à la rencontre affective. Donc, je sais pas, en fait, ce que les gens ont besoin de savoir, si on reste là-dessus ou si effectivement on part aussi sur la dynamique spirituelle, énergétique et sur la dynamique de l'amour. Parce que dans la relation, il peut y avoir de l'amour ou pas. Parce que là, on est sur la relation affective, mais je sais pas, ça peut être la relation avec mon patron, et il y a pas, il peut y avoir de l'amour, mais il peut aussi m'engueuler toute la journée, et il n'y a pas cette dimension d'amour dont parle Guillaume. Après, si on définit l'amour, c'est à mon avis très très complexe, et chacun pourra en avoir une définition, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette définition, en tout cas dans le milieu énergétique, qui est sa part du chakra du cœur. Mais après, si on prend en considération qu'un être, c'est aussi un champ d'énergie, c'est aussi des organes, c'est aussi une psyché, c'est du conscient, du non-conscient, ça veut dire qu'il y a, quand je rentre en relation avec quelqu'un, il y a tout un ensemble de choses à l'intérieur qui rentrent en relation. C'est-à-dire que chaque organe, chaque niveau aurique, chaque glande aussi, ça se fait aussi à travers des fils énergétiques, il y a tout un tas de choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de puzzle, parce que il y a comment je vais venir rencontrer l'autre, m'emboîter de bonne ou de mauvaise façon. Donc après la relation, même dans un cadre spirituel, que ce soit au niveau du moi, de l'âme ou du soi, c'est à quoi elle va servir. Où est-ce qu'elle... Et peut-être des fois, elle sert à un moment, à un espace-temps, et après, elle ne sert plus à rien. Il y a aussi ça, quoi. Après, il y a la relation effectivement verticale avec la source, avec le divin, et ce que disait Guillaume, de ce que je comprenais, hein, c'est qu'effectivement, il y a de l'intra-utérin où on est en fusion dans le ventre de notre mère, et de là où on vient, on était déjà en fusion avec la source. Il y a effectivement un point commun. Bon, à part que sûrement là-haut, on était bien, et puis que dans le ventre de notre mère, ça ne s'est pas forcément bien passé. Ce qui fait que derrière, eh bien, évidemment, on peut être en quête, je sais pas, on va dire à l'autre, ah, je t'aime, vraiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et en fait, ce qu'on dit, quand je suis avec toi, je suis enfin rassuré. Parce que j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur depuis que j'ai moins 6 mois. Parce que maman a quand même pensé à vouloir m'avorter. Donc c'est ça qui va se rejouer. Donc c'est pour ça que, voilà, moi j'écoute, hein, je vous suis là où vous voulez, il n'y a pas de problème, je veux bien répondre aux questions ou rebondir ou pas, parce que je ne suis pas une balle de tennis, mais je veux bien rebondir. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais juste vérifier que on était toujours sur le truc de départ. Après, moi, je veux bien partir aussi, il n'y a pas de souci, je vous suis. Parce que justement, un truc qu'on n'a pas trop abordé dans la relation, c'est le cadre de la relation. Parce que souvent, justement, qu'est-ce qui fait que les gens ils s'engueulent et autres, c'est qu'ils projettent une image sur l'autre, hein, tu l'as dit aussi, Guillaume,
et donc, on se projette des images comme ça et on se fait nos propres contrats. On imagine qu'on a un contrat avec l'autre et en fait, ce contrat, il n'a pas été dit à l'oral ou écrit ou autre. Et que je pense que quand on rentre dans une relation d'une certaine profondeur, ou même au niveau du travail, c'est important de cadrer les choses parce que c'est au moins un minimum au départ, quitte à les revoir après, parce que ça évite justement les déceptions ou des trucs de « Ah, mais moi, je pensais qu'on s'était compris et en fait, on ne s'était pas compris. Je pensais que tu voulais des enfants quand on s'est marié. Ben non, je n'en voulais pas. » Et il y a tous ces trucs-là, quoi. Voilà. Moi, je reviendrai bien aussi sur qu'est-ce qui fait en dehors de la peur qu'on rentre dans une relation, parce qu'on rentre par peur dans une relation pour se rassurer, pour pas être seul, pour être voilà. Et puis il y a le désir. Il y a le désir. Alors il peut être évidemment sexuel, il peut être objet. Souvent on veut pas être objet, mais on est tous objet de quelque chose. C'est pas grave. C'est pas grave d'être objet, faut le dire. Voilà. Ça vient, ça passe. À un moment on est l'objet, puis après on n'est plus l'objet. Ce qu'il faut, c'est pas s'identifier à être. Mais à un moment, on peut être aussi nous-mêmes un objet de désir. C'est pas grave. On a le droit de se peigner. Voilà. Même moi, vous allez voir. D'accord. Donc, voilà. Je pense que si on ramène ça aussi à un niveau spirituel sans aller trop loin, il y a un désir aussi de fusion avec le divin, un désir de fusion dans l'autre et de complétude. Après, ce qui peut être intéressant, peut-être je vois 2-3 trucs sur le chat là, c'est que dans la relation, on peut aussi s'infuser des qualités de l'autre et découvrir ses propres qualités. Par exemple, si vous êtes avec des gens qui sont beaucoup dans un calme des méditants, vous allez beaucoup plus facilement méditer ou beaucoup plus facilement faire la paix. Si vous êtes avec des clairvoyants, vous allez plus facilement développer vos qualités de clairvoyance. Parce qu'il y a des phénomènes de résonance, quel que soit le type de relation, amoureuse, pas amoureuse. Parce que c'est vrai qu'on là, on parle beaucoup de la relation affective. Ah, c'est le titre, hein. Je lis les titres, en fait. mais elle peut se jouer à beaucoup de niveaux. Voilà, je ne me donne pas plus la parole et je suis prêt à rebondir sur ce Il que y vous avait voulez. une question par rapport à ce que tu as abordé, Sébastien, mais on peut être plusieurs peut-être à essayer de répondre. Par rapport au contrat, c'est vrai que c'est quelque chose de… il y a un contrat, on va dire, officiel quand on a envie d'officialiser une union, qu'elle soit spirituelle à travers l'église, ou etc., ou à la mairie. Mais là, tu parles d'un contrat, voilà, vraiment de personne à personne, en dehors de ce cadre-là. Et donc, on a une question dans le chat qui est quel point important serait à aborder dans ce contrat, du coup, de quoi on a à discuter pour se mettre au clair. Alors, si c'est dans la relation affective, ça peut être est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que je suis prêt à habiter avec quelqu'un? Est-ce que je suis prêt à faire des enfants? Est-ce que je suis prêt à, je sais pas moi, je me mets dans une relation de couple et moi, mon truc, c'est faire monter l'énergie et ne pas avoir de rapport sexuel. Et puis l'autre, il a, je sais pas quoi, c'est un scorpion, il a 5 planètes en feu dans son thème. Il est chaud, 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 et du coup, ça va pas fonctionner, quoi. Voilà. Donc, c'est d'avoir une espèce de direction un peu commune. C'est comme quand vous faites du stop, le mec qui vous prend en stop, c'est bien de savoir où il va, hein, puis que vous lui dites où vous allez. Donc, il y a un minimum de choses, je pense, au départ. Alors après, on peut les revoir au fur et à mesure. On a le droit de changer, on a le droit. Guillaume a dit à un moment, je crois, justement, maintenant, on n'est plus rarement dans une seule relation dans une vie. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on est dans une société qui permet aussi plus facilement de se séparer, plus facilement d'évoluer, ce qui fait aussi que, bah voilà, des fois c'est super d'être 5 ans, 10 ans avec une personne, puis les choses changent. On pourrait aussi avoir envie de changer de type de partenaire. Pourquoi pas, je sais pas quoi, vous étiez avec une femme, vous passez avec un homme. Voilà, bon, après, il y a d'autres possibilités qui se créent encore maintenant, mais voilà, en tout cas, on peut tout imaginer en termes de liberté. Moi, je dirais que du moment que ça fait sens, que ça permet à votre moi, de votre ego, de s'épanouir, mais dans un vrai épanouissement, c'est-à-dire hors blessure, et à votre âme de pouvoir évoluer sur son chemin de vie, la relation peut être intéressante. Mais là, une fois de plus, il n'y a pas deux êtres humains pareils, il n'y a pas deux êtres humains qui ont le même karma ou le même chemin de vie. Donc, il faudra adapter un peu au cas par cas. Je pense que le danger, c'est aussi toujours de faire des espèces de généralités. Pour tout le monde, ça doit être comme ça. Là, je serai aussi vigilant. Alors du coup, oui, pour reprendre ce que tu disais et par rapport à cette question de contrat, s'il y a un contrat, c'est qu'il y a des intérêts. Mhm. C'est-à-dire que… attends, parce que là, je ne sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui m'appelle. Hop. S'il y a un contrat, c'est qu'il y a des intérêts. C'est-à-dire qu'il
il y a des besoins, il y a des valeurs, et il y a un désir de satisfaire, il y a un désir de satisfaction. Donc on revient sur le basique qui est éviter la douleur, aller chercher le plaisir. Donc il y a une satisfaction, il y a un désir de se faire plaisir grâce à l'autre, avec l'autre si possible. Parce que si c'est aux dépens de l'autre ou en profitant de l'autre, ça ne va pas le faire. Mais le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont conscientes et des choses effectivement qui sont inconscientes. C'est-à-dire que, là, je disais tout à l'heure, il y a un truc intéressant, c'est que les gens, l'amour, ce serait comme, on part du principe que l'amour, ce serait comme quelque chose de dû. Dieu nous aime. Donc, il devrait être là pour nous aider et pour nous sauver, pour nous faire rencontrer la bonne personne dans la vie, pour nous faire avoir le bon travail, pour nous faire avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Hein, si Dieu nous aime, il devrait nous apporter tout ce qu'on veut. Si papa et maman nous aiment, il devrait toujours être plus ou moins gentil avec nous aimer, être d'accord, nous dire oui quand on veut quelque chose, etc. Si mon mari m'aime… Je suis pas d'accord avec toi, mais ça, on pourra y revenir si tu veux. Oui, mais c'est quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre du dû, c'est dû. Si tu m'aimes, si tu t'es mis avec moi et que tu m'aimes, alors tu es censé découvrir, deviner mes désirs, savoir qui je suis et savoir ce dont j'ai besoin. Et du coup, rentrer dans une forme on va dire, de non-attente et de dire aussi à la personne, bah voilà, moi, voilà comment je fonctionne. Comment moi j'aime aimer. Comment j'aime être aimé. Quelles sont mes zones de tolérance? Quelles sont mes zones d'intolérance? Et toi, comment aimes-tu être aimé? On va retrouver l'idée des 5 langages de l'amour, par exemple. Vous connaissez le principe des 5 langages de l'amour. On pourrait dire qu'il y a ceux qui aiment par le toucher, c'est-à-dire qu'ils vont être démonstratifs et ils vont aimer au travers du toucher. Il y a ceux qui aiment par le cadeau, il y a ceux qui aiment par la valorisation. Enfin, ce sont des langages de l'amour. C'est-à-dire, je te montre, ce qu'on appelle une équivalence concrète. Ce qu'on appelle l'idée de dire, c'est je t'aime, oui, mais concrètement, comment je te montre que je t'aime? Et toi, quand tu dis que tu m'aimes, concrètement, comment tu me montres que tu m'aimes? Comprenez le système? Donc, quelqu'un va dire, le gars, il va être sur son journal en train de regarder son journal, sa femme va lui parler de loin, il va pas répondre, et puis sa femme va lui dire, mais tu t'intéresses pas à moi, je suis en train de te parler de ma journée de travail, tu t'en fiches de ce que je raconte, et le gars va dire, non, c'est juste que j'étais en train de regarder les résultats du foot. Et là, elle va lui dire, mais tu m'aimes pas? Il va dire, mais si, je t'aime, je te passe mon temps à te le dire. Et oui, mais là, à ce moment-là, elle, si son langage de l'amour, c'est une attention, c'est une complicité, c'est un moment où son mari pose son journal pour la regarder dans les yeux et l'écouter lui parler, elle ne va pas se sentir aimée, même s'il lui a dit 300 fois le matin, je t'aime chérie. Oui, mais ce n'est pas un langage de l'amour, c'est un langage relationnel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a besoin d'être rassurée et validée dans son droit d'être vue comme quelqu'un existant. Ça, ce n'est pas forcément de l'amour. L'amour, alors, quand je dis le langage de l'amour, c'est l'équivalence concrète. En fait, l'amour, c'est indéfinissable. L'amour, c'est un état d'être, on pourrait dire. D'accord? C'est un état d'être. Je me sens dans un certain état qui me fait ressentir une forme d'amour. Après, c'est difficile, ça demande pas mal de choses à détailler pour savoir, en fonction des personnes, qu'est-ce qui fait que tu vas dire, toi, que tu te sens dans l'amour, et moi, que je me sens dans l'amour. Ce qui se passe quand les gens sont dans une forme d'amour relationnel, en couple, même pas qu'en couple d'ailleurs, même avec leurs enfants, etc., c'est qu'ils vont avoir tendance à très concrètement avoir des critères. Donc des sensations qui se traduisent avec des critères en termes de comportement. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis qui fait que j'ai l'impression que tu m'aimes? Par exemple, une femme qui va dire à son homme « j'adore les fleurs », peut-être parce que sa mère, elle a vu sa mère toute sa jeunesse avec son père qui lui ramenait des fleurs, qui dit bah, « moi, je me sens aimé quand tu me ramènes des fleurs ». Ça veut dire qu'en gros, j'ai l'impression que tu réponds à un besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, à une attente. J'ai une attente. Si tu ne fais pas ce geste de m'amener des fleurs, ça veut dire que tu ne me prends pas en considération, que je ne suis pas si importante que ça pour toi, tu ne réponds pas à mes besoins, donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mais ça veut dire que c'est de l'amour. C'est de la reconnaissance, c'est pas de l'amour. Oui. C'est de la reconnaissance, valorisation. Ouais, mais on est d'accord, mais c'est ce qui va faire que les gens vont dire qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment pas. Ah ben ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien ça le problème, c'est que depuis le départ, justement, on n'arrête pas d'utiliser ce mot amour.
et on le colle à toutes les sauces. Et en fait, si tu regardes au niveau énergétique, enfin moi c'est un peu mon boulot, je suis pas spécialiste du tout de la relation, moi j'aurais peut-être pu le dire depuis le départ, c'est l'arnaque en fait, mais c'est que si tu regardes au niveau énergétique ou même au niveau de la gestuelle, quelqu'un va te dire j'aime, il va se mettre la main sur l'estomac, en fait il va dire je suis dans le contentement, tu vois, ou il va dire, il va se mettre la main sur le thymus, ah j'aime, il va dire oula je suis rassuré que tu m'aies reconnu, tu vois. Donc c'est ça le problème, c'est que automatiquement, vu qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on le prend et puis on le fout partout, là où ça nous arrange, et puis après on est déçu, mais on n'est déjà même pas sur le bon sujet, quoi. Et ça, c'est le Sébastien, problème des sentiments en général, et de nommer les sentiments et les émotions. Oui, j'écoute. Sébastien, justement, je sais que le sujet est vaste, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous dire justement ta vision de qu'est-ce que l'amour pour qu'on voit justement la différence que Non, dans mais le il y a chat. des points communs avec, il y a des points communs avec Guillaume. Moi, je pense que ça part du chakra du cœur, c'est en lien aussi avec le cœur. Chaque chakra existant sur les 9 ou 10 corps qui nous composent, il y a différents niveaux d'amour, mais il n'y a qu'un seul vrai niveau d'amour, c'est-à-dire qu'on parle d'amour inconditionnel, mais l'amour, c'est forcément sans condition. C'est-à-dire que l'amour, on devrait pouvoir aimer tout le temps, qui est relation par relation. On s'en fout, on pourrait être même tout seul au fin fond de l'univers et rayonner l'amour. Donc ça, pour moi, l'amour, il ne devrait pas être conditionné à quel que soit l'état, le temps, l'espace. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Ça devrait être un état d'intégration de l'autre, quelle que soit sa forme. Et quand je dis de l'autre, ce n'est pas forcément un être humain. Ça peut être un extraterrestre, une planète, un élément chimique, peu importe. C'est un peu ce qui fait tourner l'univers. Mais le chakra du cœur, ou le centre énergétique du cœur, l'amour, est une composante pour moi, peut-être primordiale, allez, allons-y, primordiale de la fusion interstellaire, et qui fait tourner aussi, mais ce n'est qu'une composante. Il y a aussi d'autres composantes, d'autres pouvoirs supérieurs, et dans la relation, on relationne avec aussi d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, il l'a dit, Guillaume, l'émotion, le toucher, la capacité à être présent à l'autre, à sentir son odeur. On peut aussi relationner au niveau psychique, au niveau mental, au niveau mise en commun culturel. On peut relationner au niveau couleur, au niveau créatif. On peut relationner aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire aussi quelle est notre vision de ce qui nous est supérieur. Alors, quand je dis supérieur, c'est parce qu'on est vachement tous marqués par les religions. Il y a toujours un truc qui est supérieur et qui nous attend. Alors, soit qui nous aime, ça c'est super ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, soit c'est une espèce d'amour. Voilà, Dieu est amour, hein, mais par contre, si vous n'allez pas à la messe dimanche, ça risque de barder un sacré coup, les gars. Hein. Donc, il y a plein de messages contraires comme ça. Mais on peut relationner comme ça à un niveau spirituel, et après, on peut relationner de manière verticale, voilà, qui peut être effectivement avec les différents niveaux de spiritualité qui existent dans l'astral, ou aller jusqu'à la source, allez hop, allons-y gaiement. Voilà, il peut y avoir plein de niveaux de compréhension des lois divines, stellaires, que chacun mette ses mots dessus. Voilà, il y a une relation avec le foie, il y a une relation avec les poumons. Donc, c'est pour ça que moi je dis, souvent ce que j'ai remarqué, moi, c'est que quand les gens parlent d'amour, en fait, ils sont pas sur l'amour, quoi. Oui, parce Bon, qu'ils alors c'est sont. emmerdant, quoi. Parce qu'en fait, le truc, si on va vraiment chercher l'amour, alors il y a une phrase que Dieu dit dans un, alors je ne sais plus exactement quelle est l'origine, mais en tout cas je sais que c'est dans les textes soufis, c'est j'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, j'ai aimé à être connu, j'ai créé la création pour que la création me connaisse. On retrouve l'idée de la Trinité, c'est-à-dire il y a une force créatrice qui est, on va dire, parfaite, peut-être une espèce d'absolu, etc., mais qui est seule, qui ne peut pas se voir elle-même, un peu comme si j'avais pas de miroir pour me regarder, je peux me sentir, mais je peux pas me voir. Et j'ai une création qui, d'une certaine façon, me permet de voir à l'extérieur ce que je suis dans toutes ces possibilités. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la possibilité que tout existe. Puisque s'il n'y a pas d'amour, je vais refuser. En fait, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on pense que l'amour rejette la destruction, rejette la douleur, rejette tout ça. Mais non, normalement, si Dieu est amour, ça veut dire qu'il accepte la totalité de ce qui existe, que ce soit bon, agréable, que ce soit créatif ou que ce soit destructif et désagréable.
C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour à l'origine. C'est que tout existe. Il y a Bill Gates en ce moment qui veut vacciner toute la planète. Et ben lui aussi, il est aimé. Il est aimé par des gens qui sont pro-vaccination, mais il est aussi aimé d'une certaine façon, même si alors on pourrait prendre des exemples d'autres personnes qui veulent plus clairement faire du mal, mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, tout ça a le droit d'exister quand tu es vraiment dans une idée d'amour absolu. Par contre, nous, on n'est pas dans l'amour absolu parce qu'on est dans un monde duel avec du jugement et avec des évaluations et avec des critères d'évaluation de ce qui est juste, de ce qui n'est pas bon, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et donc d'attirance et de répulsion. Ce que tu disais d'ailleurs dans ton titre, c'est-à-dire il y a le côté aimant, j'attire, et le côté je répulse. Là, j'ai entendu récemment, début du mois, des gens dire « je vais faire la méditation mondiale le 4 avril ou le 5 avril, parce que moi, je suis pour l'amour inconditionnel, et le coronavirus n'est pas amour inconditionnel, donc détruisons-le. » Excuse-moi, mais là, il y a un truc qui est totalement pas du tout de l'amour inconditionnel. Donc, ce qui est sûr, c'est que il y a d'un côté l'amour inconditionnel qui peut tout accepter, tout voir, tout vivre. Et mes aspects négatifs à l'intérieur de moi, aussi bien que mes aspects positifs. Mes aspects élevés, supérieurs, comme on dit, de dire oui, je suis dans la bienveillance, je suis dans la bonté, j'ai envie d'être quelqu'un qui est dans la paix, dans la compassion, etc., etc. Mais aussi à des moments, je suis cruel, je suis dans l'envie, je suis obsédé, je suis obsessionnel, je suis colérique, etc., etc. Tout ça, logiquement, l'amour accepte. Donc, si j'accepte chez moi, je l'accepte chez l'autre. Mais souvent, c'est pas le cas, parce qu'on n'est pas sur une forme d'amour pur, on est sur le fait d'apprécier, ce qui est très différent. Non, mais il faut qu'on se refasse une causerie sur l'amour et les différents états de Dieu et voir si effectivement Dieu est bien que amour, quoi. Mais peut-être qu'on va en revenir à. Oui. Je vois je propose. Moi, ça me passionne, questions. mais je pense qu'il y a d'autres questions en fait. Déjà, il y a un petit, une demande à ce que les femmes s'expriment. Oui. Et c'est vrai que ça peut être bien de revenir au démarrage, qui est vraiment l'obstacle, parce que c'est vrai que ce post sur Facebook au départ, c'était cette espèce de frustration en fait qu'il y a à avoir un élan, une envie, et de ne pas le retrouver. Donc on a déjà abordé le fait qu'effectivement ça pouvait être parce que on n'arrive pas à, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et il y a une question dans le chat qui est justement comment savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire, et du coup qu'est-ce que j'assume. Et c'est vrai que c'est une question qui n'est pas évidente. Moi, j'avais envie de vous partager qu'effectivement, c'est une question qui est venue à un moment donné sur mon chemin amoureux, qui était de me poser la question finalement, est-ce que j'aime? Enfin, je trouve que c'est une question. Quand on se la pose, on n'a pas la question comme ça, quoi. Est-ce que c'est de l'amour dans ma relation? Eh ben, en fait, je me suis rendu compte que je savais pas répondre à cette question. J'avais envie de dire oui parce que ça m'arrangeait, mais j'avais la sensation que je pouvais peut-être me mentir à moi-même. Et du coup, il m'a fallu 1 an et demi avant de commencer à avoir un début de réponse en ce qui me concerne. Et voilà, j'ai l'impression que il y a eu des questions dans le chat qui demandent un petit peu des pistes en fait pour savoir comment répondre à cette question-là. Et pour donner un petit peu ma propre piste, ça a été effectivement déconstruire ce besoin d'attachement et de sécurité que vous avez déjà mentionné, qui est voilà, est-ce que je peux déjà vraiment être seule et épanouie? Qu'est-ce qui me pousse vers l'autre? Et puis quand je suis avec l'autre, en fait, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est effectivement un sentiment où je peux vraiment accueillir l'autre complètement? Parce que ça, c'est aussi au-delà de la relation, au niveau de la communication. Parfois, on est vraiment tout le temps centré sur soi, en fait, sur ce qui se passe en nous. On est tout le temps en train de penser à ce qu'on va répondre dans la communication, mais pas forcément à entendre ce que dit l'autre. Et je me suis retrouvée aussi prisonnière de ça dans la relation. Donc la question, c'est voilà, il faut déjà. C'est difficile de répondre à cette question, et c'est déjà premièrement difficile de se la poser.
c'est-à-dire est-ce que j'aime quand j'aime? Donc Sébastien, tu as parlé du chakra cœur. Alors pour ceux qui ne sont pas dans l'énergétique, moi à l'époque, je n'avais pas démarré le magnétisme humaniste, donc je ne pouvais pas me connecter à mon chakra cœur et à me demander s'il était vibrant. Est-ce que tu aurais une piste pour des personnes qui n'ont pas cette cette relation à l'énergétique? Comment on peut savoir qu'on aime? Ouais, pour savoir est-ce que du coup j'aime? Est-ce que c'est de l'amour ce qui se passe? Déjà, moi je pense que franchement, tu peux avoir vraiment une sensation physique vraiment dans le centre de la poitrine, comme un espèce de fourmillement. Ça peut être aussi le niveau des mains quand quelqu'un s'exprime, s'il pose vraiment les mains au centre de la poitrine ou si c'est à cette hauteur-là, c'est intéressant. Mais alors, évidemment, ça marche avec tous les organes, hein. Si je suis au niveau des poumons, si je suis au niveau du foie ou autre, ça va dire quelque chose. Donc, ça pourrait vraiment être ça. Et puis, on est d'accord que même quand j'aime, c'est forcément teinté d'autres choses. C'est pas forcément, mais pour les humains qu'on est, pour l'instant, c'est teinté d'autres choses. Donc, il y a des mix. Voilà, j'ai pas vraiment une technique pour dire quand est-ce qu'on est dans le cœur. C'est beaucoup une sensation qui normalement vient avec un travail énergétique ou pratique, mais je veux dire, il y a plein de gens qui aiment et qui font pas du magnétisme ou des machins, ça, c'est pas le sujet. C'est plus pour pouvoir le repérer de quand est-ce que je suis dans la dimension de cœur ou pas. Mais voilà. Il y a Cathy. Oui, Cathy. Alors, je vois dans le chat qu'il y en a beaucoup qui me disent Cathy. Alors, je vous avoue que c'est très compliqué de vous écouter tous, de lire. Donc, je vais intervenir de temps en temps, mais je vais peut-être pas pouvoir intervenir comme je voudrais. Alors moi déjà, pour vous parler juste de l'amour, en fait, quand j'aime, c'est tout sauf intellectuel. Voilà. Il n'y a pas de question. Par contre, comme voilà, je rebondis sur ce que dit Sébastien, après, c'est mettre un contrat, comment on relationne, ça c'est différent. Mais en fait, en vous écoutant, voilà, ça me fait poser des questions. Mais voilà, est-ce que j'ai aimé les hommes avec qui j'ai été? Comment je les ai aimés? Mais finalement, comment j'aime les personnes, mes amis, etc., mes enfants. Mais en fait, je me dis, mais quand j'aime, voilà, il y a quelque chose au niveau du cœur, il y a quelque chose au niveau corporel, mais il y a une vibration. Mais en fait, je me pose pas de questions, je sais. L'amour, c'est. Voilà. Merci Cathy. Je rebondirai après plus tard parce que pour l'instant. Peut-être il peut y avoir des choses aussi plus simples au niveau technique pour les gens, hein. C'est-à-dire quels sont les obstacles à la rencontre affective. Ça peut être aussi quand je suis dans une relation, on pourrait simplement se poser la question, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je reproduis de la même façon que je relationnais avec mon père, de la même façon que je relationnais avec ma mère, ou ce qui m'a servi de père ou de mère, hein. Ça peut être des grands-parents, des tuteurs, peu importe. Voilà, il pourrait y avoir aussi des espèces de techniques comme ça. Peut-être aussi que, je ne sais pas, si vous cherchez, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, de prendre une feuille et de noter, tiens, quelles seraient les qualités que je cherche. Qu'est-ce que j'aimerais éviter comme type de relation? Et après, se poser une question toute simple qui serait, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je mérite ça? D'accord? Alors, évidemment, ce que je suis en train de définir, c'est la relation affective, amoureuse, sociale, hein. Alors, du coup, on revient à quelque chose de plus humain, social, mais c'est très important parce qu'on est aussi fait pour être en relation, pour être touché, pour avoir une sexualité. Alors, tout ça est dépassable, tout ça est transcendable, on est d'accord, mais en attendant, on peut aussi se servir de la relation pour avancer dans notre incarnation. Voilà. Voilà, et même s'il y a une part forcément de peur là-dedans, peur d'être seul, peur de ceci, peur de ça, quoi. Donc peut-être on peut donner voilà, quelques techniques comme ça. Si on revient sur la notion d'affectif, pardon, excuse-moi, tu n'avais pas terminé. Ok, je te laisse. Non, vas-y. Bah, si on revient sur la notion d'affectif, il y a effectivement ce que tu dis là, c'est-à-dire à quoi j'affecte, c'est-à-dire qu'est-ce qui, selon moi, va m'apporter un sentiment de satisfaction. Parce que ça va être souvent ça.
je vais aimer. Par contre, le véritable amour, enfin, ce que disait Cathy, c'est ça qui est intéressant. C'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. On met des mots dessus, mais en réalité, c'est une sensation. Moi, depuis tout à l'heure, depuis que je suis là et que je vous parle, j'ai la poitrine qui pulse, en fait. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit dit, je trouve ça génial. Je sens que ça pulse là, et c'est OK. Et du coup, il y a, comme tu disais tout à l'heure, Sébastien, il y a une sensation qu'on peut peut-être essayer de définir en se disant, tiens, ça a plutôt tendance à être au niveau du cœur, soit ça fourmille, soit ça pulse. Moi, j'ai envie de dire que quand je me sens dans l'amour, j'ai l'impression d'être dans une espèce de forme d'acceptation de beaucoup de choses, voire de gratitude de beaucoup de choses. C'est-à-dire, je suis simplement content d'être là, d'être vivant, de respirer, d'avoir cette petite fleur en face de moi, ou même des fois d'avoir cette personne qui pète un câble et juste et de me dire, ça fait partie de la vie, etc. Mais je sens que ça pue, je sens que c'est là, je sens que c'est appréciable, c'est acceptable. Donc, chacun va aimer à sa façon. Et quand Cathy disait tout à l'heure, avant de donner plus de détails, elle disait, je sais pas, moi je le ressens, c'est pas intellectuel. Mais donc, c'est comment tu le sais. Je voulais poser la question, mais tu l'as dit après. C'est comment tu sais que tu es tout de suite en train d'aimer. Comment tu le sais? Et je pense que tout le monde le sait. Tout le monde, là, on se pose des questions, on en parle, mais tout le monde le sait. Ce qui pose problème, c'est que des gens voudraient aimer alors qu'il n'y a pas c'est peut-être pas le moment d'aimer. Des gens voudraient être en couple alors que c'est peut-être pas le moment d'être en couple. Des gens pensent qu'une vraie vie réussie, etc., c'est d'avoir trouvé la femme et l'homme de sa vie et d'être en relation et d'être heureux et épanoui, alors que c'est peut-être pas l'expérience dont qu'ils sont censés faire actuellement. Et si ils aiment pas l'expérience qu'ils font actuellement d'être dans un couple qui va pas ou d'être qui leur convient pas ou d'être dans une vie de célibataire qui leur convient pas, alors ils sont de toute façon en train de pas aimer ce qu'ils sont en train de vivre et de pas aimer ce qu'ils sont et la situation dans laquelle ils sont. Et il y a très peu de chances qu'ils vibrent quelque chose qui les mette en relation avec une autre personne qui va vibrer un amour qui va être plutôt sain et plutôt équilibré. Donc c'est vraiment une question de vibrer quelque chose c'est OK que j'ai quelqu'un, que j'ai personne, que je sois seul ou pas, que je sois en couple, que la relation soit pas tout à fait acceptable ou appréciable. Par contre, si je commence à ressentir de la peur, du rejet, du pas bien, etc., là, il faut arrêter de se poser des questions. Parce qu'il y a des gens qui s'entretiennent là-dedans en se disant comment je peux faire pour aimer. Non, là, ton corps, ton système, il est en train de dire stop, ça ne sert à rien de perdurer. L'amour, comme disait Cathy, tu le sens, il est là. Tu rencontres un jour quelqu'un, il y a ton cœur qui s'ouvre, il y a ton cœur, ça se met à pulser là-dedans. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Des fois, c'est très neurochimique, on ne va pas se le cacher. C'est une mécanique, l'amygdale limbique qui se désactive, l'ocytocine qui arrive dans le corps, etc. Donc, on est dans une espèce d'effervescence. Mais c'est comme ça. Il y a une expérience à vivre à ce moment-là, et on la vit, et puis c'est tout, sans trop se poser de questions. Mais dès qu'on commence à véritablement rentrer dans les contrats, les demandes, etc., c'est qu'on essaye de mettre en place une relation. On est dans de la psychologie, on n'est plus dans l'amour, on est dans la psychologie de la relation. On est dans des techniques de communication. Alors, il y a une question dans le chat pour revenir aussi du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui recherchent des points concrets pour avancer. Je vous la lis. Si on reconnaît ne pas avoir le droit, ne pas mériter l'amour ou le bonheur, quelle est la solution et le moyen d'en sortir? Alors, je veux bien juste démarrer pour répondre à cette question. Puis voilà, si tout le monde veut dire son petit mot. Moi, je peux juste te dire le moment où je m'en suis rendu compte, effectivement. C'est-à-dire que je pestais toujours parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas dans ma relation. Et je me suis rendu compte, effectivement, que je ne me reconnaissais pas le droit de ne pas mériter l'amour. Je vais dire, pour moi, il y a eu une étape, c'est-à-dire c'est toujours pareil. Bon, Cathy dit que l'amour, c'est dans le cœur, mais c'est vrai que moi, je suis une grande intellectuelle de base, donc ça passe tout par le cerveau, et puis il me faut vraiment du temps pour que ça redescende au niveau des émotions ou du cœur. Et je dirais que la première étape, c'est de passer de l'intellectuel, si c'est le cas, à l'émotion. Ce qui a été mon cas, c'est-à-dire je me suis dit, tiens, mais est-ce que tu mérites l'amour? Et c'est vraiment d'oser le ressentir, l'accueillir vraiment. Pour ma part, pleurer, parce que c'est vrai que quand on se rend compte qu'on se dit ne pas mériter l'amour, en fait, on sent la blessure. Donc moi, ça a occasionné beaucoup de pleurs. Et puis, la deuxième étape, ça a été de me rendre compte de la supercherie, quoi.
dire, je me dis, mais tiens, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu ne le mérites pas? Et moi, par chance, j'ai été guidée à me poser cette question dans un cadre de séance où j'ai pu vraiment me connecter aux énergies, à l'amour divin, et j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi, en fait, que c'était faux, tout ça. Vraiment, j'ai senti cellulairement que j'avais le droit à tout ça. Et ça a été le point de départ pour, du coup, regarder à nouveau ma relation, mes attentes, ma manière aussi de regarder l'autre. Et il y a vraiment eu un basculement, quoi, en fait. Je voyais plus, j'ai plus vu mon conjoint comme quelqu'un qui devait répondre justement à ses attentes, à me rassurer, mais comme quelqu'un que j'avais vraiment à découvrir. Et j'ai commencé à apprécier, à voir l'amour, en fait, qui était déjà présent, mais que je faisais tout pour ne pas trop ressentir, parce qu'en fait, ça me faisait peur. Donc voilà, déjà comme introduction à cette question. Qui a envie de poursuivre? Cathy ou Sébastien, pour qu'il y ait un peu un tour de Cathy, parole. vas-y, Cathy. Mais juste, tu peux répéter la question, Mag? Bien sûr. La question, c'est, si on le reconnaît, on en est déjà là, on reconnaît ne pas avoir le droit, ne pas mériter l'amour ou le bonheur, du coup, quelle est la solution et le moyen d'en sortir? Moi, je crois qu'on a tous besoin d'amour et d'être aimé. Mais quand on parle d'obstacles à la rencontre, je me demande d'abord si les gens, en premier, cherchent vraiment de l'amour. Si on clarifie vraiment nos besoins et ce qu'on veut, des fois, je me dis, est-ce qu'on confond pas le besoin... Alors, je vais être un peu trash, parce qu'il y en a qui me connaissent. Est-ce qu'on confond pas parfois le besoin d'amour ou le besoin de sexualité? Alors là, effectivement, on en revient aux besoins. Moi, ce que j'avais compris, c'est que cette question, c'est que c'est justement quand éventuellement on s'est rendu compte de ça, par exemple, ou d'autres choses, mais que on se rend compte que on demande pas l'amour, on n'ose pas y aller parce que on se rend compte qu'on n'y a pas droit, en fait. Alors, qui est on? Qui est on? Il y a Sébastien qui voulait répondre. Ah, pardon, Sébastien, vas-y. Bah, t'es peut-être bien parti parce que. Non, mais vas-y, Guillaume, t'es parti. Alors, c'est la première question que la personne doit se poser, c'est qui est on? Si elle formule sa phrase en disant je ne mérite pas l'amour, elle dit je à partir de je, moi, le moi égoïque, le moi mental, donc le faux soi, le moi souffrant en fait. Le moi de j'ai vécu des difficultés dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui j'estime ça. Et comme tu disais Magali très justement, si elle remplace je, le petit je par le grand je, et si elle a une croyance spirituelle, qu'elle remplace le je qui parle par le je divin, par une dimension supérieure, est-ce qu'elle peut déjà se dire exactement la même chose et ressentir la même chose? Si elle fait ça, elle va se rendre compte que c'est faux. Comme tu as dit, Magali, très justement. C'est-à-dire que ça, c'est une croyance que la personne s'auto, avec une forme de culpabilité derrière, c'est-à-dire je ne suis pas comme il faut, ou j'ai pas fait comme il fallait, ou j'ai eu des reproches, j'ai eu des réprimandes, ou voilà, etc. Enfin, pour un certain nombre de raisons, soit de choses que j'ai faites et que j'estime pas bien, soit de gens qui m'ont renvoyé des mauvais messages. Mais en réalité, c'est la personnalité, le personnage qui est en train de se dire qu'il ne mérite pas d'être aimé, et donc c'est faux. C'est pas la nature profonde, c'est pas l'être humain, c'est pas. Mais après, faut-il encore avoir un système de croyance qui amène à ça? Si la personne n'a pas de système de croyance en quelque chose de spirituel, en quelque chose d'autre qu'elle en termes de personne, bah, tout ce que je dis là, ça n'a pas lieu d'être parce qu'elle va être dans sa psychologie, dans sa bulle psychologique, et donc elle va sentir qu'elle n'arrive pas à s'aimer, elle n'arrive pas à s'aimer, et parce qu'elle va se dire que je le mérite pas. Mais en réalité, en arrière-plan de ça, c'est un être humain, c'est la vie. J'ai envie de dire, je vais même être un peu trash aussi, j'ai envie de dire, mais qui es-tu pour dire que tu ne mérites pas d'être aimé alors que tu es créé sur cette planète, que tu es un être humain? Quand tu vois toute la complexité de la création, quand tu vois tout le miracle que c'est la vie,
Qui es-tu pour dire que tu ne mérites pas d'être aimé? Alors, Merci Guillaume pour ce démarrage. À toi, Sébastien, oui. Moi, je serais plus peut-être sur revenir. Si je dis ça, c'est quoi les causes? C'est-à-dire, à un moment donné, si je découvre à l'intérieur de moi que il y a une part de moi qui dit je n'ai pas le droit d'être aimé, je n'ai pas le droit au bonheur, quelle est cette part? Quel âge elle a? Quel est l'événement qui m'a amené à ça? Généralement, vous tombez, pareil, de l'intra-utérin jusqu'à 5 ans. Donc, on retombe sur effectivement un trauma, une absence, un vide, un manque de reconnaissance qui fait que je vais rejouer ça, je sais pas quoi, papa s'est barré de la maison, il m'a laissé, tous les hommes sont des abandonniques et il va falloir que je fasse plein d'efforts pour être reconnu puis qu'on me regarde. Je mettrais ça sous le terme de l'amour, mais c'en est pas. Et en plus, de toute façon, je ne le mérite pas, sinon papa serait resté. Voilà, c'est un exemple comme ça, sorti du chapeau, mais on va rejouer tout le temps des phénomènes comme ça. Donc, première chose que je me dirais, c'est, OK, je sens que j'ai cette croyance, d'où elle me vient? Allez, à quel moment j'ai déjà ressenti ça la première fois dans ma vie? OK, j'avais 4 ans. Est-ce que j'ai toujours 4 ans? Ah non, j'en ai 40. Bon, est-ce que cette croyance-là, je peux l'actualiser dans l'ici et maintenant? Ben non, pas forcément, parce que dans l'ici et maintenant, je sais pas, je me sens peut-être beau, belle, je me sens du coup, je sais pas, entre-temps, j'ai réussi sur certains points, je me suis valorisé. Mais je tourne toujours avec ce vieux moteur. Et finalement, si mon adulte à l'intérieur de moi va voir l'enfant, il va peut-être pouvoir dire à l'enfant, mais c'est plus d'actualité. Arrête de fonctionner avec ça et reviens dans l'adulte, dans l'ici et maintenant. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin de revenir dans l'ici et maintenant. Moi, je comprends ce que dit aussi Guillaume sur l'idée après si on connaissait notre véritable nature, tous ces problèmes-là s'évanouiraient. Mais moi, je pense que pour connaître notre véritable nature, il faut passer aussi par ces problèmes-là, les comprendre et les résoudre. Et qu'on ne remplace pas une croyance erronée par une croyance non vécue d'un état. Mais pour aller à cet état, il faut un escalier, il faut des marches, il faut des étapes. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que effectivement, quand j'ai trouvé ces causes, si c'est je ne mérite pas le bonheur, eh bien, une fois que j'ai nettoyé mon trauma d'abandon, que je remette à la place de cet abandon, je mérite le bonheur, j'ai le droit d'avoir quelqu'un ou pas, hein, mais de faire un nouveau choix, c'est-à-dire d'avoir une visée positive ou visée évolutive à la place du trauma. Et une fois que j'ai ça à l'intérieur de moi, d'aller rencontrer le monde et de m'autoriser à rentrer en relation, non plus avec mon trauma, mais avec un nouveau choix intérieur que j'ai fait. Et ça va changer ce que je vais attirer à moi. Et ça va aussi changer le niveau de la relation. J'ai peut-être un peu traumatisé tout à l'heure avec mon histoire de contrat, mais le niveau de la relation, quel niveau je veux et quel niveau souhaite l'autre, c'est quand même important de le savoir à un moment donné. Sinon, on ne se retrouve pas. C'est emmerdant, quoi. C'est comme si vous donnez un rendez-vous avec quelqu'un, vous dites demain à 8 heures. Ah oui, tout le monde raccroche, puis dit mais où? Ah oui, il y a toujours des bases. Voilà. Un début de réponse. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que le trauma qui génère la croyance? Oui. Mais après, il y a des traumas qui sont aussi transgénérationnels, hein, ou de vie antérieure. Mais 80% ou 90%, c'est dans cette vie-là, quand même. Moi, je dirais ça, en tout cas. Merci. Alors, ça me permet juste de parler du cadre-temps. C'est vrai que j'ai oublié de dire en introduction. C'est vrai qu'on était parti sur à peu près 1h30. Donc, on en est à 1h20 de papotage. Donc, je regarde un petit peu les dernières questions. Une dernière question que j'ai vue serait: quelle est selon vous la fonction du moi dans la relation? À quoi ça sert? C'est vrai que donc le moi qui est la personnalité, l'espace dans lequel il y a toutes les blessures dans cette vie-là, elle semble beaucoup nous encombrer finalement dans la relation amoureuse. Donc du coup, est-ce que elle a quand même une fonction positive dans la rencontre, ou est-ce que c'est juste un obstacle? Si c'est moi qui réponds, on répond tous, c'est ça? Oui, on peut tous donner notre avis. De toute façon, on cherche beaucoup à rentrer en relation avec notre moi, parce que c'est lui qui est beaucoup en manque, en attente, en désir, en machin, en truc, tout ça.
L'âme, je dis pas qu'elle est pas là, mais bon, ça sera encore un vaste débat de savoir jusqu'à quel pourcentage elle est là, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle est accessible, est-ce que ceci, est-ce que cela. Le soi, je pense qu'à part rentrer en relation avec Dieu, des états supérieurs ou éventuellement effectivement des êtres supérieurs, c'est plus du tout les mêmes niveaux de relation, les mêmes quêtes, les mêmes trucs. Voilà, c'est pas je t'emmène au cinéma puis tu auras le droit à un bouquet de fleurs si le fleuriste n'est pas fermé. Donc évidemment, c'est notre moi, donc c'est très bien. Je sais pas quoi, il veut être touché, il veut de la sexualité, il veut être rassuré. Bon, ben voilà, je pense que c'est là où il faut s'accepter tel que l'on est dans l'instant présent, mais pas non plus servir de la relation que comme un moyen de compensation. Guillaume, il parlait de la moitié tout à l'heure. Oui, la moitié, c'est toujours un problème. Ça, s'il n'y a qu'une moitié, c'est un peu dégoûtant. Alors que quoi, il y en a un qui a une jambe, l'autre qui a un bras, un qui a une oreille. Cette expression qu'on connaît tous, elle est incroyable, quoi, une moitié, vous voyez. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, c'est qu'effectivement, il nous manque quelque chose. Alors, si l'autre peut être un révélateur, s'il peut être aussi un plaisir de différence, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le plaisir de la différence, ça c'est génial. Mais si c'est juste les blessures du moi, ça va pas. Donc il faut que ça soit le bon moi, le moi qui se trimballe pas ces 3 tonnes de blessures de l'enfance. Et je pense que ça ira beaucoup mieux dans la relation. Voilà ce que je peux dire moi. Magali, tu veux peut-être. Oui, ben, moi, je suis toujours dans la dynamique que, effectivement, c'est aussi une occasion pour le moi de grandir. Il me semble que, effectivement, tout l'aspect sexualité, parce que c'est vrai que le titre, c'est les obstacles à la rencontre affective, mais on avait quand même précisé amoureuse. Et que si on est dans une relation amoureuse, pour moi, il y a cette dimension sexuelle qui provient du moi, il me semble que c'est de là que ça provient. Donc c'est dans le moi qu'il y a quand même le désir, on va dire, voilà, de la rencontre, cette envie qui va jusqu'à la fusion, qui peut après dépasser ça. Mais pour moi, c'est quand même le moi qui est le socle, on va dire, dans cette incarnation pour vivre le reste. Si je me déplace qu'avec mon âme et mon soi, je risque de pas être pleinement là, dans mon corps, pour vivre la relation affective et amoureuse dans l'endroit où ça va me faire grandir aussi. Voilà ce que je dirais. Alors, moi, je vais redonner juste deux, trois petites définitions à ma sauce hein, pour redéfinir un peu les choses. Moi, c'est la façon dont mon cerveau parle de lui. Quand je dis moi, c'est mon cerveau qui est en train de parler de la conscience que j'ai là maintenant de qui je suis en tant que Guillaume en train de faire les choses. Quand tu dis il y a la sexualité, tout ça, si on revient dans la psychanalyse, on irait plutôt vers le ça, c'est-à-dire quelque chose d'instinctif, d'animal, de pulsionnel, en fait quelque chose de pulsionnel qui cherche à s'exprimer au travers du corps, et que le moi, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai cette femme en face, j'ai une pulsion qui me traverse, je ne sais pas d'où elle vient, mais quand je la regarde, j'ai un désir, je veux la toucher, je veux la rencontrer, je veux quelque chose, j'ai un appétit qui s'ouvre, on va dire, sur un plan de l'énergie sexuelle. Le moi, là, va se poser la question à ce moment-là, de se dire, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas, si je l'aborde, qu'est-ce qu'elle va penser, etc. En plus, j'ai envie d'elle, mais j'ai ma femme qui est à côté, en train de boire sa menthe à l'eau, est-ce que c'est vraiment bien que je fasse ça? Et le moi va se poser des questions en termes d'identité. C'est-à-dire à quoi je m'identifie. Donc c'est assez restreint le moi, parce que c'est une identification consciente qui bouge dans le soi. Le soi, c'est la totalité de ce que je suis, mais avec toute une partie qui est souvent très inconsciente. Hein, on pourrait dire que le soi, c'est j'ai mis la lumière à tous les étages et tout est éclairé, les fenêtres sont ouvertes et on voit tout à l'intérieur. Et il y a même, je dirais, un rapport avec l'extérieur. La lumière du soleil peut rentrer dans la maison. Le moi, c'est juste la petite bougie, les volets sont fermés, je suis juste avec la petite bougie et j'éclaire au fur et à mesure quelque chose. Donc ça, c'est déjà un truc, c'est moi, c'est restrictif. Mais c'est ce que je pense être à l'instant T, ce que je suis conscient d'être, de ressentir, de vivre à l'instant T. Ensuite, il y a l'histoire de l'estime de soi. Faut pas comparer l'amour de soi et l'estime de soi. L'estime, il y a une évaluation. Quand on dit estime de soi, il y a une valeur
je me donne de la valeur, ou je ne pense en avoir, ou je pense ne pas en avoir en fonction de certains critères. Et donc là aussi, c'est important de différencier ça dans la relation affective. Parce que souvent, les gens sont plus en quête d'estime d'eux-mêmes que dans l'idée de l'amour de soi, qui est un amour inconditionnel. Donc il y a des évaluations qui se font en termes de est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je ne suis pas à la hauteur, est-ce que je suis appréciable. Apprécier, c'est donner une valeur à quelque chose. Donc on est toujours dans l'idée de l'évaluation donc dans la relation affective, la question, l'idée c'est est-ce que là je suis vraiment en train de ressentir un amour simple, voilà, même si c'est moi qui le ressens, peu importe que ce soit moi, soit ça ou quoi que ce soit, ce que je sens là, comme disait Cathy tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui pulse, je me sens bien, je me sens dans l'amour, ou est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des attentes, est-ce que c'est moi là quand la personne ne fait pas ce que je veux, est-ce que là je le sens pas parce que la personne n'est pas en train justement d'être comme ci ou comme ça, ou n'est pas en train de m'apporter telle chose ou telle chose. Là, dans ce cas-là, on n'est peut-être plus vraiment dans une dynamique d'amour, mais plutôt dans une dynamique de satisfaction émotionnelle. L'amour n'étant pas une émotion. Donc, l'idée, c'est que faut bien différencier selon moi, il faut bien différencier chaque domaine. Donc, je peux être moi, je peux ressentir l'amour qui me traverse, je peux être conscient de cet amour qui est là maintenant et qui est en train de s'exprimer. La plupart du temps, il n'a pas d'attente, l'amour. Il n'a pas de. Quand je suis dans l'amour, il y a une espèce de waouh, je suis bien, quoi. Je suis bien, je suis là, cette personne est là, c'est super. Et il n'y a pas forcément d'attente, de besoin particulier à ce moment-là. Après, on rentre dans d'autres notions plus subtiles, d'estime de soi, de désir, de besoin, etc., etc. Je ne sais pas si ça a été très clair ce que je vous ai raconté, mais. J'ai essayé de suivre, tout en suivant le chat aussi, parce que c'est vrai. Merci d'être si nombreux et de participer, mais c'est vrai que c'est compliqué de suivre tous vos commentaires et vos questions. On a même des précisions en astrologie par Eric, qui nous dit que la relation se joue sur l'axe horizontal maison 1, le moi, et maison 7, l'autre, et qu'on pourrait dire que les maisons 12 et maison 6 pourraient être les obstacles à moi et l'autre. Donc, on a une autre piste pour creuser les obstacles. Donc, merci Eric. On a aussi des commentaires qui nous disent que selon l'âge qu'on a, selon notre expérience, on peut aussi du coup y répondre différemment. Et on a une question qui est qui est un peu après la rencontre, mais qui nous permet peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre pour une prochaine fois, puisqu'on est presque proche de la conclusion. Mais qui est que quand on rencontre quelqu'un et que l'on choisit d'être ensemble, l'idée ne serait-elle pas de répondre à la question comment peut-on évoluer ensemble? Parce que finalement, on peut très bien se rencontrer entre guillemets pour de mauvaises raisons au départ, parce qu'il y a toute une part d'inconscient, de non-compréhension, de non-sincérité avec soi-même, de non-compréhension de nos désirs. Mais si à un moment donné, on se pose les bonnes questions, alors on peut se rencontrer. Parce que c'est vrai que j'avais précisé en introduction que c'était aussi valable cette question pour les relations déjà existantes. C'est qu'on peut être en couple, de mon point de vue, depuis longtemps, sans se rencontrer. Donc, à quel moment il y a la rencontre, même si on est en couple? Il y a la rencontre physique, d'accord, soit si on s'est rencontré, mais pour moi, la rencontre vraiment de manière globale, la rencontre vraiment affective de cœur à cœur, elle se passe pour moi quand on a commencé à se poser la question, justement, comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Cathy? Oui, il y a une autre question aussi. Si Eros est pas là, pourquoi s'engager dans une relation amoureuse? Il y a aussi une dimension de fusion dans le rapport physique, un niveau d'intimité, une mise à nu qui permet aussi de retrouver une certaine authenticité sans masque. Je ne sais pas s'il y a une question là en fait. Il n'y a pas de question en fait. Si, la question c'est si Eros n'est pas là, pourquoi s'engager dans une relation amoureuse? C'est pas une question. Là, c'est une question. En fait, c'est une réponse sous forme de question, mais après il y a un développement qui donne le point de vue de la personne. Donc en fait, la personne, elle sait très bien de quoi elle parle,
Il y a pas, enfin, moi, je ne vois pas de réponse à donner à ce commentaire. Et pour en revenir à la question précédente sur l'évolution de la relation, déjà, il nous faudrait 4 heures pour répondre, je pense, complètement. Et donc là, c'est mal barré. Mais que peut-être il faut revoir assez régulièrement où on en est, prendre des temps de dialogue, chacun dans nos désirs, nos envies, nos peurs, nos besoins relationnels. Peut-être des fois aussi s'isoler du quotidien, je sais pas quoi. Peut-être si vous êtes en couple, vous avez des enfants, ben, je sais pas, peut-être si c'est possible de les faire regarder puis de passer un moment en amoureux. En tout cas, d'avoir des espèces de bulles, de moments de communication et de se dire les choses sincèrement et de ne pas être dans des automatismes. Voilà, mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein, de ne pas être dans les automatismes. Puis moi, je rajouterais juste sur cette question aussi, parce que c'était celle-là qui me trottait dans la tête, que en fait, si tu es en mode projet, si tu es déjà en train de te demander l'évolution que va avoir la relation, tu n'es pas dans l'amour là. Tu es en mode projet en fait. L'amour, il est là, dans le présent. C'est l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens? Dans quel état d'être je suis maintenant? Donc ce que dit Sébastien, c'est très juste. C'est je suis maintenant dans ce sentiment ou je ne le suis pas. C'est aussi cool, c'est aussi acceptable de dire tout de suite je ne me sens pas en amour. Bon, ben, c'est pas très grave, hein, on n'a pas besoin de l'être tout le temps. Mais si je ne le suis pas et qu'il y a la personne en face qui me dit tiens, t'as pas l'air d'être dans l'amour tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et ben dans ce cas-là, on s'écoute, on se découvre, on s'intéresse à l'autre, on s'intéresse à l'autre au travers de l'autre, mais on s'intéresse à soi aussi. Je dis on s'écoute soi-même aussi. Quand tu disais de cœur à cœur, rencontrer cœur à cœur, il faut déjà rencontrer son propre cœur. Parce que comme tu disais, Magali, au départ, moi, j'avais l'impression au début que j'étais dans la relation, mais que moi, j'étais dans ma tête et que déjà ressentir mon propre cœur, c'était difficile parce que j'avais peur de souffrir. Si déjà, j'arrive pas à faire ça, comment puis-je être cœur à cœur dans une relation alors que mon cœur, je ne le sens même pas pour moi-même? Donc, l'idée, c'est voilà, c'est juste l'état d'être, de se dire, je suis en amour, je suis dans une sensation d'amour maintenant. Cette personne est là avec moi et je suis en train de profiter. Et là, dans cet instant, je sens que c'est là, je sens qu'il y a de l'amour qui est là. C'est OK. Si on n'a plus, c'est OK aussi. Mais on peut discuter pour savoir, tiens, qu'est-ce qui fait que tout de suite j'en sens pas? Et est-ce qu'on peut éventuellement imaginer ce qu'on pourrait faire pour que les choses changent? Pourquoi pas? Mais quand la question de dire, est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer et se mettre en mode projet, quelle évolution on attend de la relation? On est déjà là-haut, là. On est en mode, on n'est plus dans les systèmes du cœur. Le cœur qui est juste intuition et je fais les choses dans l'instant présent, je prends les choses comme elles viennent. On est dans le côté projection mentale. Et si tu mets pas un peu de mental et un peu de conscience, et si c'est juste du sentiment, de l'intuition ou autre, tu risques d'être manipulé par tes peurs ou tes désirs de toute façon. Et je pense qu'on a tous vécu justement que quand on fait ça, ça marche pas. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadrage, un minimum de réflexion, un minimum d'intellect. Je sais bien que dans tous nos milieux, l'intellect est mal vu, mais normalement, le cerveau droit, il fonctionne avec le cerveau gauche. Il y a toujours besoin à la fois de perception, mais aussi de quelque chose qui décrypte les perceptions. Ouais, mais là, je parlais de la modalité projet. Si je suis en modalité oui, mais même dans projet. Enfin, ça on pourrait débattre, hein, mais je trouve que même dans le projet, il y a un moment donné, on est obligé malheureusement de réintellectualiser parce qu'on ne nous a pas appris à aimer de façon simple et de savoir qui on est, etc., etc. Donc on est obligé de se déconstruire, même avec l'autre dans le projet, pour savoir comment on peut construire. Parce que pour construire, il faut avoir des éléments. Et vu qu'on ne sait pas de quel élément on est fait, on est bien obligé de se mettre un petit peu en morceaux de temps en temps pour savoir où on en est, de quoi on est composé et comment on va continuer à assembler ces morceaux ensemble ou pas. Et ça, je ne vois pas comment sans l'intellect, on peut le faire. Ah, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas d'intellect. Je dis juste qu'à ce moment-là, on passe ailleurs. Mais après, l'esprit peut se mettre au service du cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que si je commence à être dans l'attente d'une évolution, je suis dans l'attente d'une évolution, c'est-à-dire que ma relation va être appréciable et va être aimable quand on sera avec la maison, la piscine, le 4x4 ou le voyage en Thaïlande. Alors là, je suis en train de me projeter dans un amour éventuel, hypothétique. C'est ça le risque. C'est pour ça que je veux dire revenir. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du contentement. Voilà, mais c'était pour mettre une petite nuance à dire attention à cet effet de projection à venir qui fait que l'amour sera là si les conditions sont réunies. Alors, je me permets de lire un petit commentaire d'Emmanuel qui dit on va pas se mentir, il y a aussi des bons plans cul pour arriver à, voilà,
pour arriver à l'amour, encore faut-il demander, connaître l'autre, ce qui nécessite peut-être un peu de temps, sinon on aime une projection, une image qu'on s'en fait et pas l'autre dans qui il est. Bon, merci Emmanuel pour ton commentaire. Oui, mais justement, la sexualité, ça peut être qu'une nuit, ça peut être, voilà, vous avez envie, il n'y a pas d'histoire de culpabilisation, de trucs judéo-chrétiens, où les femmes sont des salopes et les mecs, ils ont droit, toutes ces merdes-là. Voilà, du moment que vous êtes au clair, mais c'est ça aussi, il faut se mettre aussi au clair avec l'autre, parce que si l'autre, il couche avec vous le premier soir, puis que lui, il se dit, ça y est, c'est l'homme de ma vie, on va se marier dans 3 jours, puis que vous, c'est juste pour une nuit, c'est là où ça risque de poser problème. Donc effectivement, dans la relation affective, il y a aussi le niveau purement sexuel. Voilà, et c'est aussi un niveau qui est tout à fait acceptable, entendable. Mais bon, après, il faut bien que tout le monde soit sur le même projet, quoi, si c'est ça. Il y a Anne qui dit que pour les très mentaux, c'est bien d'entrer dans la matière, de faire l'amour en vrai, quoi. Ça peut être aussi effectivement une bonne manière de shunter le mental et d'aller un petit peu dans les différents niveaux. Ce que je vous propose, comme on arrive près de la fin de notre temps de causerie, il y avait une dernière question qui revenait vraiment sur la thématique de ce soir. J'essaie juste de la retrouver, de Oran, et qui demandait les normes sociales sont-elles des obstacles à la rencontre affective? C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné. À quel niveau on peut se laisser parasiter par ce que la société non seulement pense de ce que c'est qu'une relation amoureuse et sociale, mais aussi de est-ce qu'il faut, est-ce que c'est important. Voilà, Oran, est-ce que c'est bien ça ta question? N'hésite pas à la préciser. En tout cas, est-ce que ça peut être aussi un obstacle, cette histoire de sociale? Ah ben, je sais pas qui veut. Non, parce qu'après, c'est toujours le même truc. Est-ce que s'il y a 40 ans d'âge, c'est acceptable? Est-ce que si je sors avec une femme plus grande que moi, c'est acceptable? Est-ce que si on est un couple gay, c'est acceptable? Est-ce que riche, pauvre, c'est acceptable? De toute façon, dans la relation, c'est le même truc qu'au niveau sociétal. On cherche toujours à opposer les différentes catégories entre elles. Alors que dans la relation, et encore plus dans le véritable amour, il ne devrait pas y avoir de limitations. Mais des limitations sociétales, il y en a qui sont sociétales, culturelles. Et encore, nous, on n'a qu'une version là, on est en France. Hein. Dans d'autres pays, il y a des choses qui ne se font pas toutes bouts dans les relations. Hein. Donc oui, la réponse, a priori, c'est plutôt oui. Il y a des normes sociétales, familiales, de communauté, de plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui font que la personne peut se couper dans ses élans, ou peut s'empêcher de ressentir de l'amour parce que ça ne va pas correspondre à une certaine conformité, ça risque d'être jugé, ça risque d'être critiqué, voire d'elle-même, elle va s'auto-critiquer parce que ça ne va pas correspondre à ce que les autres semblent attendre à l'extérieur. Donc oui, effectivement, il y a un manque de liberté qui peut être fatal dans le fait de vouloir se conformer à un système. Mais on a tous ça, comme il disait tout à l'heure, notre système judéo-chrétien. Nous, on est issus de ce système judéo-chrétien, donc toute notre structure de pensée, tout notre vécu, peut-être même nos ancêtres ont été baignés là-dedans. Donc automatiquement, notre vision, là, ce qu'on est en train de dire de l'amour, ça part aussi de cette on va dire, de cette soupe culturelle dans laquelle on a baigné. Donc après, on poserait la question à un mec en Papouasie qui vit dans la savane, il nous dirait peut-être des trucs, mais alors qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter là. Donc oui, je pense que la culture, l'environnement, la société peut amener à ce que la personne se mette des obstacles. Mais attention, encore une fois, c'est la personne qui se met des obstacles avec ça. Personne ne peut avoir de pouvoir sur ce que l'on est à l'intérieur. On est souverain, on est maître. Les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on accepte d'intégrer de l'extérieur, qu'on introjecte de l'extérieur. Mais si on veut toutes les faire péter en éclats, on fait tout péter en éclats à l'intérieur de nous. Il y a zéro problème, on est créateur, on crée ce qu'on veut. Donc voilà, si la personne a envie d'aimer librement qui elle veut, comme elle veut, à sa façon, elle a la possibilité de le faire. Il faut juste qu'elle assume derrière comment l'environnement va réagir autour. Ben merci beaucoup. On vous remercie vraiment tous d'avoir été présents. C'était vraiment une première. Voilà, on testait un petit peu le format, de voir comment ça pouvait se passer. Il y a a priori pas de personnes qui ont souhaité nous rejoindre, mais on pourrait remettre ça éventuellement. Donc n'hésitez pas
à nous dire en commentaire par rapport à ce qu'on a énoncé. C'est vrai qu'on est parti sur les obstacles, on a abordé différents sujets. Il y en a peut-être certains qui vous ont laissé sur votre faim, pour lesquels vous aimeriez qu'il y ait voilà, plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour la suite, si on fait une suite. Et puis, si vous avez envie de participer à la causerie, ben, n'hésitez pas à nous le dire en amont aussi, ce qui nous permettra peut-être voilà, d'être plus réactifs au niveau de l'organisation. Donc, ben, je vous propose qu'on fasse le petit mot de la fin. Qu'est-ce que nous souhaitons au niveau de la relation amoureuse et affective? Est-ce que chacun a envie de dire voilà, un petit mot pour qu'on conclue et qu'on remercie toutes les personnes qui sont venues à nous? Cathy, tu dis un petit mot de revoir? Oui. Dans tous les cas, dans ce que je crois, c'est que je peux trouver aussi mon unité avec l'autre dans l'amour. Merci Cathy. Ouais, en tout cas, ça fait partie de ma quête. Guillaume, tu veux dire un petit mot de revoir? Oui, ben, en fait, moi, ce que je vois là dans le titre, c'est « Et si on parlait d'amour avec un grand A ?» Donc, du coup, je suis un peu parti sur cette idée d'amour dans quelque chose qui est peut-être un petit peu plus de l'ordre spirituel, mais on peut vraiment, évidemment, aussi parler de cul, il n'y a pas de problème la prochaine fois, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient nous ramener sur le terrain du physique et de l'éros. Et ça, c'est aussi, ça fait partie du truc, hein, c'est tout à fait OK pour ça. Voilà. Donc, c'était juste ce mot-là. Non, mais surtout, sentez-vous libre. En fait, sentez vraiment vous libre d'aimer à votre façon. Mais d'abord, ça commence par soi et ça commence par aller retrouver cette sensation d'amour à l'intérieur de soi. Sinon, ce sera pas. Si vous attendez que ce soit le monde extérieur, une personne précise avec des critères précis qui viennent appuyer sur ce bouton à l'intérieur de vous, alors vous serez toujours dépendant de quelqu'un à l'extérieur qui pourra ou pas activer cette sensation d'amour en vous. Activez-la vous-même, ressentez-la. C'est un état d'être à cultiver, à auto-cultiver, et vous allez vous rendre compte que vous allez ressentir beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de gens qui vont vous dire qu'ils ressentent de l'amour pour vous, tout simplement parce que vous allez vibrer autre chose et vous ne serez pas en attente que quelqu'un, la bonne personne, vienne avec le bon doigt appuyé sur le bon bouton à l'intérieur. Merci Guillaume. Sébastien, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de fin aussi? Oui, bah, tout simplement, ressentez que vous avez le droit au meilleur, vous pouvez attirer le meilleur. Laissez tomber tout ce qui ne fait pas sens à l'intérieur de vous, justement pour attirer du sens. Mais malgré tout ce travail, et il est important parce que c'est votre part, il y a la part qu'il faut redonner à Dieu, voilà, à la magie, tout simplement. Donc, pas oublier aussi le merveilleux dans la dimension de ce qui vient à nous et de ce qu'on attire et de ce qu'on nous envoie. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, merci Cathy, merci Guillaume, merci à toutes les personnes présentes sur le chat et très bonne fin de soirée à tous. Merci. Oui, merci à vous à tous pour votre participation. Je me suis bien entraîné. Au revoir Guillaume. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.